Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur l'Observatoire des parcs d'activités économiques. Je suis Hervé Olivier, directeur des études, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme. Avec Géraldine Laureau-Duvalet, la directrice, nous sommes heureux de vous recevoir dans ce 6e webinaire. Cette session est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur le site de l'agence d'urbanisme dès la semaine prochaine, ainsi que les 5 sessions précédentes à partir de la page d'accueil de notre site web. Alors, quelques mots d'introduction avant de céder la parole à Charlène Kéroas, notre responsable thématique économie et attractivité territoriale, pour vous dire que pour nous, c'est un moment important, puisqu'il s'agit de vous présenter un outil qui est essentiel pour suivre et anticiper et se projeter dans les questions liées aux transitions et aux mutations, notamment sur la thématique économique. Les crises que nous traversons aujourd'hui sont multiples. Elles ont des effets nombreux sur nos modes de vie, nos modes de production et de consommation, et nous imposent d'œuvrer dans l'anticipation et la projection, notamment aussi pour pouvoir travailler avec les nouvelles évolutions législatives, donc sur l'artificialisation des sols, les questions énergétiques, qui rendent également plus prégnantes les nécessités d'observation. Sans plus attendre, après ces quelques mots, je cède tout de suite la parole à Charlène, qui va vous présenter ce fameux outil. C'est à toi, Charlène. Merci Hervé. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Atlas des parcs d'activités que nous venons de développer à l'agence. Donc, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis de longs mois maintenant. Il a été préfiguré avec l'agence de développement Loire-et-Orléans Économie initialement. Puis après la dissolution de la structure, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les services techniques en charge du développement économique des 6 EPCI sur lesquels cet atlas s'étend. J'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur disponibilité et de leur implication dans le projet s'ils nous écoutent. Donc pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait, nous allons également associer d'autres partenaires et d'autres structures à la démarche d'observation. Je pense par exemple à DEVEP, à la CCI, aux associations de parcs d'activités, à la PAPA, le PFLI, j'en oublie encore beaucoup. En tout cas, juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas, nous avons prévu de revenir vers vous très prochainement. Donc, si jamais vous êtes intéressés aussi, vous pouvez toujours nous le faire savoir. Voilà. Donc, pour commencer sur l'Atlas, c'est vraiment le premier résultat de la mission d'observation économique qui a été initiée à l'agence d'urbanisme. C'était pour nous la première brique essentielle de connaissance du tissu local. C'est également une réponse à des obligations réglementaires. Hervé en a parlé un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la loi climat et résilience, qui date de 2021, impose à tous les EPCI qui sont compétents pour la gestion en charge de l'économie, impose une tenue d'un inventaire de leur zone d'activité avec une liste d'informations assez précise. Tout ça dans un objectif d'identification du potentiel foncier afin de mieux appliquer donc, le principe de zéro artificialisation nette, le ZAN, qui est un sujet particulièrement riche, mais qui n'est pas donc le sujet du jour. Donc voilà, donc l'idée vraiment de cet atlas, c'était d'aller plus loin que cette seule réponse légale finalement et de proposer des outils aux collectivités et un peu à tout le monde aussi pour présenter le territoire. Donc, c'est l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un outil, on va dire, dans sa version bêta, dans une première mouture. On va continuer de l'améliorer et de l'enrichir au fur et à mesure du temps. L'Atlas exige, pour être le plus exact possible, une vérification terrain fine pour notamment affiner le décompte des établissements et correspondre à la réalité du territoire. Donc ça, c'est un travail qui est très conséquent et on va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place pour améliorer certaines informations. Mais voilà, c'est une première mouture. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent peu les données sirènes de l'INSEE, la base, elle nécessite vraiment un nettoyage qui est assez conséquent pour refléter la réalité du territoire. Et encore même après ce nettoyage qui est réalisé, on trouve encore beaucoup d'erreurs dans la géolocalisation notamment, mais aussi dans la fraîcheur des informations qui vont être mises à disposition. Donc aujourd'hui, on
on a vraiment poussé cette méthodologie-là et on va continuer encore pour l'affiner au mieux. Concernant la méthodologie qu'on a montée, on va sortir une publication très prochainement qui détaillera un peu tous nos traitements et nos définitions. Donc, vous pourrez aussi vous renseigner là-dessus. Je vous parlais d'un outil tout à l'heure qui n'en est qu'à ses balbutiements. Je parlais d'une version bêta. En fait, on travaille sur l'intégration encore d'une information qui est essentielle. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes déjà promené un peu sur l'outil, mais c'est une information qui n'est pas encore présente, c'est celle de l'emploi. Les données sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui, c'est-à-dire donc les données sirènes essentiellement, sont trop incomplètes avec des tranches d'effectifs qui sont très mal renseignées. Et donc, c'est pourquoi on travaille à consolider cette information. On a plusieurs pistes, c'est en cours. Donc, aucune crainte, elle va être ajoutée sous peu et ça vous permettra de vous donner des informations plus précises sur le volume d'emploi à une échelle fine, à l'échelle d'un parc d'activités et qui sera également réparti par type d'activité. Et je complète d'ailleurs avec une autre information qui est également essentielle et qui n'est pas non plus présente, c'est celle du foncier pour l'instant. Donc c'est la même chose que pour l'emploi, c'est des données qui nécessitent vraiment du terrain pour aller plus loin. Les bases de données nationales, notamment les fichiers fonciers sur lesquels on s'appuie, ne sont pas assez précises. Donc, en tout cas, ça va venir aussi très prochainement, probablement à l'automne. Nous sommes déjà en train de travailler dessus. Une information sur le foncier qui sera encore disponible dans les parcs d'activité pour accueillir des entreprises directement. J'en profite aussi pour rajouter qu'avec cet outil-là sur le foncier, on va aussi mettre en place un système avec les collectivités donc qui sont en charge de recenser le foncier pour qu'ils puissent faire remonter l'information aisément et qu'on puisse avoir une mise à jour qui soit régulière. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble cet outil parce que vous êtes là pour ça. Alors, hop, si. Non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est celui-là. Voilà. Alors, donc là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense. Géraldine, si tu le vois, fais-moi un pouce. Super. Donc, ça marche. Merci. Donc là, tout simplement, il suffit de vous connecter au site de l'agence, donc c'est toposurba.org. Et donc là, si on tombe sur la page principale, il suffit d'aller sur le portail cartographique de l'agence. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, notre site à y faire un tour. On y trouve une mine d'informations. Et donc là, on retrouve sur le portail cartographique, donc on a plusieurs applications qui ont été développées sur diverses thématiques, la démographie, l'occupation du sol. Et donc la petite nouvelle qui a été ajoutée, c'est sur les parcs d'activité des territoires de l'Orléanais. Il suffit de cliquer sur l'application. Et donc voilà, donc là on tombe sur l'outil. Donc c'est un outil qui a été développé par notre géomaticienne en interne, Amélie Deusias. Et donc, on est sous une licence ESRI. L'outil a été conçu dans un format de story map avec donc plusieurs chapitres. On va les voir ici. Et donc là, soit pour découvrir l'outil, il suffit soit de scroller avec le bouton de la souris, soit directement cliquer sur les chapitres qui nous intéressent. Donc, on retrouve de manière classique une petite introduction pour expliquer un peu la naissance de l'observatoire et le principe. Et on trouve également le périmètre de l'agence. Pour ceux qui ne sont pas encore au site, qui ne connaissent pas très bien le périmètre de l'agence, donc on est sur les territoires de l'Orléanais, c'est 6 EPCI qui entourent Orléans Métropole, et ça correspond à peu près à la zone d'emploi, aux activités, à un bassin de vie en tout cas d'Orléans. Et donc, la différence un peu avec nos autres études et nos autres projets, c'est que pour l'instant, avec cet atlas-là, on ne s'étend que sur 6 EPCI. La communauté de communes de Val-de-Sully n'est pas encore, en tout cas pas encore intégrée, mais peut-être que ça viendra. En tout cas, donc voilà, on est sur Orléans Métropole et les 5 EPCI qui l'entourent.
Donc, cet outil-là est constitué en plusieurs modules. On a intégré dans notre story map des modules, des applications directement dans la carte. Donc là, il suffit de cliquer sur la carte pour directement entrer. On a deux possibilités, soit on se balade directement dans l'outil, ça charge un peu, regardez. Sinon, on a une autre possibilité, c'est de l'ouvrir en grand dans une nouvelle fenêtre. Donc voilà, je pense que vous devez le voir aussi. Apparemment, il y a un problème de qualité, ça fera un peu lourd, mais ça va le faire. Donc voilà, donc j'ai ouvert en grand mon outil cartographique, donc qui est un peu le cœur de l'atlas, un atlas sans carte et sans fiche d'identité des parcs d'activité, ce n'est pas un atlas. Donc là, le principe, c'est qu'on peut se balader pour regarder ce qui nous intéresse. Donc on a classé nos parcs d'activité par niveau de rayonnement. On a essayé de trouver une méthodologie qui corresponde à l'ensemble des territoires sur lesquels chacun puisse se retrouver pour les classer par niveau de rayonnement en fonction de la superficie et en fonction des établissements qui sont présents dans la zone. Et donc, on a des petits boutons en bas. Le premier bouton, voilà, est-ce que je vais mettre ça pour faire un peu de place, c'est l'outil requête. En fait, ça va nous permettre de faire des recherches pour les parcs d'activité en fonction de critères. Donc, si on a juste un critère géographique, on va pouvoir rentrer un EPCI, l'EPCI qui nous intéresse. Mais on a aussi d'autres filtres donc je parlais tout à l'heure des niveaux de rayonnement, donc on peut faire un filtre là-dessus. On peut faire un filtre sur la vocation principale. Je ne sais pas, on va choisir un parc d'activité industrielle avec une vocation principale industrielle. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'industrie ailleurs. Avec un service qui va être dans la zone, je ne sais pas, un parc qui va être desservi par les transports en commun. On va retrouver tout un tas de services qui va se trouver soit à l'intérieur de la zone, soit à proximité immédiate de la zone, un embranchement ferré potentiel, de la restauration, des commerces de proximité, une crèche, des espaces de nature. Voilà, tout un tas de critères qui permettent de qualifier un peu la zone et qui nous permettent de faire nos recherches. Donc là, à ce moment-là, je clique sur filtrer, rechercher, et je trouve donc 12 parcs qui correspondent à cette catégorie-là. Il me suffit pour ça de cliquer sur un parc d'activité. Voilà, là, je vais et donc là, je zoome sur la carte, je peux voir en fond ce qui se passe sur ce parc d'activité-là. Alors là, on a mis une couche jaune en plus, mais normalement, on le voit un petit peu mieux sans la sélection. Et donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir après télécharger des fiches d'identité. Donc là, je vais fermer cet outil requête pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, je vais cliquer sur un parc et hop. Et donc, je vais avoir quelques informations sur ce parc d'activité, sur la commune sur laquelle il présente, le PCI, le nombre d'établissements dans le parc, sa superficie, et je vais pouvoir télécharger une fiche d'identité de ce parc d'activité. Alors, ça va mettre un petit peu de temps peut-être. Non, encore, c'est assez rapide. Hop. Donc voilà, je tombe sur une fiche d'identité. Elles sont toutes conçues pareilles. On retrouve globalement quelques informations clés, un peu une carte d'identité de la fiche avec sa superficie, le nombre d'établissements qui sont présents. On retrouvera le nombre d'emplois et puis le contact avec de la communauté de communes directement. Une carte pour sa localisation et une première photo aérienne de la zone avec le cadastre. Donc, on retrouve également les 5 établissements principaux. Je vais vous demander pour l'instant de ne pas trop vous attacher à cette information-là parce qu'on doit la retravailler. Là, c'est issu des fichiers sirènes, donc il y a quelques soucis. Il y a certains établissements qui sont fermés, il y a certains établissements qui sont avec des dénominations un peu compliquées, donc il faudra qu'on va retravailler ça aussi on va retravailler ça très vite. Mais voilà, en tout cas, ce sera bientôt prêt et parfait. En attendant, c'est fonctionnel. Donc, on va retrouver sur notre fiche d'identité. Donc là, je vous parlais tout à l'heure d'une offre de service à proximité. En fait, on s'est basé sur
des calculs d'isochrone pour identifier avec une distance de 15 minutes à pied depuis l'entrée d'un parc d'activité la proximité à des services qui nous semblaient essentiels pour la vie d'un parc et la vie des salariés dans un parc d'activité. Donc, on a la desserte en transport en commun, les aménagements cyclables. Donc, c'est aussi bien à l'intérieur de la zone que la connexion aux zones urbaines. Une connexion à l'autoroute, des services de restauration, des tiers-lieux, des crèches, une conciergerie, des espaces de nature, du sport, du loisir. Enfin, voilà, tout un tas de critères qui nous permettent de caractériser la zone et un peu connaître ses spécificités. Et puis, donc, quand je vais sur la page Verso, je vais retrouver là, cette fois-ci des éléments caractéristiques de ce qui se passe dans cette zone-là, des établissements qui sont présents. Donc, on va avoir une répartition des établissements par secteur d'activité assez classique et on aura prochainement donc, la même chose avec les mêmes secteurs d'activité, mais cette fois-ci en volume d'emploi, pour donner aussi notre vision. Et donc ensuite, on va retrouver une information sur la taille des établissements qui sont présents dans la zone. Donc voilà, on a encore ça, pareil, c'est issu des données Sirène, on ne pourra pas y faire grand-chose malheureusement, sauf une enquête peut-être plus fine, avec des données non renseignées des tranches d'effectifs, mais on essaye de le compléter au mieux pour avoir vraiment une vision d'ensemble de cette zone-là. Et puis l'information qui aujourd'hui est essentielle aussi, je vous en parlais tout à l'heure, l'occupation foncière de la zone, les disponibilités qui restent aujourd'hui pour accueillir des entreprises. Donc, pareil, ça viendra prochainement et on aura cette information-là pour tous nos parcs d'activité. Et puis, on a aussi développé trois indicateurs sur la part des sièges sociaux dans les parcs d'activité, la part d'activité supérieure, la part d'activité artisanale pour encore mieux caractériser la zone. Donc, voilà pour ce qui est de notre fiche d'identité. Donc, elles sont toutes semblables. Hop, si je reviens à notre outil, voilà. Il y a aussi un autre bouton qui est intéressant et qui nous permet d'avoir une information sur le parc d'activité avant même qu'on ait cliqué sur une fiche d'identité. C'est en cliquant sur ce bouton graphique et en sélectionnant un parc d'activité, on va pouvoir connaître la composition des activités en volume d'établissement. Donc voilà, si je change de parc, c'est parfait, il y en a un juste à côté. Voilà. Donc là, je vais pouvoir connaître également sa composition. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention à sélectionner un parc. Si je ne sélectionne pas de parc, comme cela, le graphique, il n'y a rien qui apparaît. Voilà, d'autres fonctionnalités peut-être de la carte très rapidement. On peut changer le fond de carte si c'est peut-être trop sombre pour vous, si vous voulez faire des captures d'écran et que ce n'est pas assez clair. On a toute une bibliographie de cartes, donc vous pouvez explorer. Peut-être que le noir est assez sympa pour faire ressortir les couleurs si on n'a pas besoin de la photo aérienne. Voilà. Et puis un dernier bouton, mais qui est là assez simple, c'est le bouton partager qui nous permet de partager cette carte-là, de l'envoyer. Plusieurs boutons pour l'envoyer. Donc voilà pour notre premier outil application à l'intérieur de cette story map. On en trouve un deuxième, donc, qui est sur cette fois-ci une présentation du territoire avec des chiffres clés, des grands chiffres clés. C'est un tableau sous la forme d'un tableau de bord interactif. Donc ça ressemble à ça. Même chose que pour la carte, on va pouvoir soit le consulter directement, soit l'ouvrir en grand. D'ailleurs, je vais un peu l'ouvrir en grand parce que ça dépend des configurations d'écran, mais là, c'est un peu écrasé sur certains indicateurs. Là, ça le sera moins. Et encore, ça l'est un peu. Ça dépend des ordinateurs, honnêtement. Sur le mien, ça marchait très bien. En tout cas, ici, il y a marqué surface totale des parcs. Voilà, et là, ce sera indicateur en construction. Je suis désolée pour ça. Donc, le principe, c'est le même principe que d'autres dashboards qu'on développe à l'agence sur d'autres thématiques. Il suffit, donc là, vous avez une présentation du territoire, donc à l'échelle des territoires de l'Orléanais. On a la possibilité de sélectionner un autre territoire pour zoomer, par exemple, sur un EPCI. Donc, on descend uniquement à l'échelle de l'EPCI, pas à l'échelle des parcs ou des communes. Et le but, je ne sais pas, si on va aller sur la Beauce-Floridaine, par exemple,
Donc, le but, c'est qu'on va avoir des informations agrégées sur tous les parcs d'activité de cet EPCI-là. Donc là, on voit que sur le PCI Beauce-Loire-Éten, on a 9 parcs d'activité qui représentent 331 hectares, tout compris, avec les équipements, les espaces de nature, tout compris les périmètres des parcs d'activité. Et puis, donc là, vous avez la possibilité, je ne vois pas très bien avec la luminosité de mon écran, mais voilà, vous avez la possibilité d'agrandir chaque graphique pour en faire des captures d'écran ou mieux voir si vous ne voyez pas bien. Mais on a des informations donc, avec le nombre d'établissements au total sur tous les parcs d'activité du territoire par rapport à l'ensemble des établissements de l'EPCI, avec la même base de données. On va avoir la classification par secteur d'activité de chaque établissement, cette fois-ci dans les parcs d'activité uniquement. Et puis les mêmes indicateurs qu'on trouvait sur nos fiches avec la part des stages sociaux, la part des activités artisanales, la part des activités supérieures. Et donc, on a un dernier indicateur en construction. Et donc, ça, ce sera celui pour le foncier disponible où on aura un volume en hectares de surface disponible encore dans les parcs d'activité. Donc, voilà pour... Hop, je vais quitter ça pour ce qui est donc de ce dashboard. Et ensuite, donc, je vous laisse... je ne vais pas le présenter aujourd'hui. Si ça, je peux... On va ajouter également des analyses par la suite avec des petites cartes pour expliquer un peu comment est structuré le territoire. Et avec cette fois-ci un peu plus d'analyse, aujourd'hui, on n'explique pas grand-chose, on montre. Après, on poussera un peu plus loin en détaillant davantage et en analysant le tissu économique. Et puis, on retrouve un petit onglet méthodologie qui explique un peu toutes les définitions qu'on a prises, sur quoi on s'est appuyé pour construire cet observatoire-là. Et puis, à la fin, on a un renvoi vers nos pages économiques qui détaillent aussi un peu mieux et vers chaque EPCI pour, si vous avez besoin de plus d'informations avec des parts d'activité qui vous intéressent, par exemple. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Donc, peut-être avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions sur l'outil, je vous présente rapidement les prochains travaux de l'Observatoire. En appui de l'Atlas, on va développer un portrait économique des territoires de l'Orléanais. Donc, le but, c'est vraiment de donner des clés de lecture du territoire avec des chiffres clés pour caractériser et qualifier le tissu économique et ses dynamiques, avec une petite partie importante d'analyse sur les spécificités des territoires de l'Orléanais, les filières locales, les filières de demain, les forces, les faiblesses et les enjeux du territoire aussi. Donc voilà pour notre prochain travail qui va sortir prochainement, probablement à la fin de l'année, on l'espère. Ensuite, dans les prochains travaux, cette fois-ci, ça ne concerne pas tout le monde, mais en complémentarité de cet atlas-là, on va développer une version plus poussée avec des données à destination technique, des données aussi confidentielles. On va retrouver par exemple des informations sur les propriétaires fonciers, sur les établissements un peu plus précisément. Et donc l'objectif sera de permettre un accès direct à ces bases de données, donc uniquement avec accès restreint aux techniciens pour soit extraire des données, soit alimenter directement la base pour la mettre à jour. Un autre travail sur lequel on va lancer prochainement, c'est des travaux sur la filière logistique. Je devrais d'ailleurs dire l'activité de transport et de la logistique, puisque ce n'est pas tellement une filière. Le but, c'est de réaliser un état des lieux local qui soit couplé à une étude prospective sur les enjeux de la logistique demain et sur les impacts sur notre territoire. Et puis, enfin, on envisage des travaux, cette fois-ci à plus long terme, qui vont être spécifiquement portés sur les parts d'activité, d'identification du potentiel foncier, d'évaluation environnementale et paysagère des parcs, d'évaluation de la santé économique aussi des zones. Donc, voilà, toutes sortes de sujets pour la suite qui nous réjouissent et qui sont importants pour nos territoires. J'en ai terminé de ma présentation. Je vais redonner la main à Géraldine pour voir si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde en tout cas et j'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer un peu plus l'outil par vous-même. Merci. Merci Charlène pour cette présentation dynamique de notre portail cartographique et de cette application. Vous pouvez poser des questions dans la discussion. Donc, merci Thierry d'avoir
fait part d'une réflexion sur la complétude des données que l'on pourrait obtenir. Effectivement, il est difficile aujourd'hui de croiser l'ensemble des données pour mieux cerner les entreprises. Donc, la base des énergéticiens ou des fournisseurs d'eau, effectivement, peut être une base intéressante si nous pourrions y avoir accès. Donc, à creuser. Merci pour cette proposition. Y a-t-il d'autres questions sur cet outil, sa prise en main, son intérêt? L'information que vous nous avez trouvée, celle que vous ne trouvez pas qui pourrait être intéressante. Je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez ou poser vos questions dans les discussions. Je vois qu'on a une main qui se lève. Oui, Axis Conseil, Monsieur Blanc. Bonjour. 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 Très intéressant cette présentation. Je regardais dans la carte des parcs, on peut cocher, il y a coché restauration, etc., etc. Mais on peut pas ou les crèches, on peut pas les visualiser précisément. On a juste l'information. Alors honnêtement, c'est une bonne question, c'est un bon élément pour enrichir. C'est une base qu'on a déjà donc ça appuie notamment sur la base équipement qu'on a déjà dans une autre application. Donc si c'est un besoin, on peut ajouter cette couche-là pour les visualiser. On vient déménager dans un parc finalement et on ne sait pas où se retrouve la restauration. Alors elle est marquée, elle est cochée en verte et en réalité on ne savait pas trop où envoyer nos salariés. Eh ben, c'est une très bonne idée. Alors, on n'est pas uniquement sur la restauration collective, on s'est appuyé aussi sur des restaurants classiques. On n'a pas uniquement des restaurants d'entreprise partagés collectifs, mais on les a aussi. Mais peut-être qu'en effet, ce serait un complément à ajouter pour apporter plus de précision et justement avec cette nuance-là, restauration collective, restaurant classique, on peut essayer de faire quelque chose comme ça en effet. Oui, merci. Effectivement, Hervé Olivier va vous mettre le lien sur la base équipement qui permet de basculer sur toutes les informations liées à toute nature d'équipement disponible sur un secteur. Y a-t-il d'autres questions? D'autres interventions? Oui, bonjour, c'est Virginie Syriax. Bonjour Virginie. Bonjour, bravo pour tout ce travail déjà. J'imagine que c'est un travail assez fastidieux et assez chronophage. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez l'intention de réaliser ce qu'on peut appeler un observatoire de l'immobilier, à savoir de pouvoir identifier dans les parcs existants le nombre de mètres carrés d'immeubles tertiaires et de parcs industriels? C'était une bonne question aussi. On a abordé le sujet justement avec notre comité technique. Aujourd'hui, on souhaiterait le faire. C'est vraiment un besoin et on souhaite le faire. La seule chose, c'est que les données immobilières, on n'a pas de base de données nationale. Il va falloir qu'on constitue vraiment un vrai club, un vrai observatoire avec les partenaires, avec les promoteurs immobiliers, avec les brokers, avec vous tous, pour qu'on puisse avoir une meilleure information et qu'on construise quelque chose. Donc, c'est un très gros projet. C'est pour ça qu'on s'est d'abord lancé sur les parcs d'activité. Mais c'est une finalité et c'est un besoin sur le territoire. Donc, on est totalement ouvert à ce projet-là et on espère que ça va pouvoir se faire. Charlène, oui. Est-ce que je peux me permettre un tout petit complément avec ce que vous avez rajouté? Lors du comité technique, Virginie, on avait évoqué ce sujet-là et on s'était heurté à une problématique, c'est que si on donne une information, elle doit être sûre et pertinente. Et on a un problème global à l'échelle de toute la zone d'activité, c'est qu'on n'est pas certain d'avoir une info juste avec un pas de temps qui soit pertinent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une info d'une entreprise qui a fermé, mais des fois avec 2, 3, 4, 5 mois de retard. Du coup, on va vous donner des infos qui sont dépassées. Ça, c'était le premier point. Il y avait un autre sujet qui vient compléter ce que vous dites, c'est est-ce qu'il y a des entreprises qui seraient intéressées pour vendre une partie de leur terrain ou accueillir une extension ou une autre entreprise au sein de leur espace non utilisé. Et ça, c'est du privé-privé et nous, les collectivités, on n'a pas l'accès encore. Donc, l'idée initiale que vous évoquez là, c'est
avoir une idée fine du foncier, c'est une question qu'on s'est posée. Et on se heurte à 2 points, c'est comment je fais pour avoir une info juste et pertinente. Et ça, pour l'instant, on n'a pas la solution. On a trop de décalage dans certains types de parcs et dans l'information de la fermeture, de la revente ou des trucs comme ça. Donc là, c'est un problème, en fait. Oui, mais j'entends bien. Moi, mon objectif, c'était plus de savoir, ma question était plus de savoir comment on peut faire un état aujourd'hui du parc existant. Parce que vous savez que notamment avec le décret tertiaire, hein, on va avoir des immeubles qui vont se retrouver obsolètes. Aujourd'hui, on n'est pas, nous en tant que commercialisateurs, on n'est pas en état de pouvoir dire, comme dans certaines métropoles, le parc aujourd'hui de l'immobilier tertiaire qui a plus de 5 ans, qui a moins de 5 ans, fait tant de mètres carrés. Ouais, c'est un vrai travail chirurgical. Et aujourd'hui, les investisseurs nous posent ce genre de questions. Donc, on est un peu à la louche. Et c'est vrai qu'à Orléans, sur notre territoire, ça fait des années, ceux qui me connaissent le savent bien, savent que je milite sur cet observatoire. Et je sais que c'est un travail très, très, très complexe, très compliqué, mais qui aurait vraiment son utilité pour les collectivités. Voilà. Ce n'est pas dans un but de recherche de produits à commercialiser. Et nous, heureusement, on n'a pas besoin de ces bases-là. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est de pouvoir identifier l'existant, de voir s'il est en adéquation par rapport à des demandes, si on veut faire rentrer des demandes exogènes sur notre territoire. Est-ce qu'on est capable de les recevoir? Est-ce que notre parc est capable de les recevoir? Et s'il n'est pas capable de les recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir orienter des projets dans ce sens? Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment ces chiffres pour pouvoir répondre à cette question. Oui, on avait bien compris, enfin moi en tout cas, j'avais bien compris le sens de votre question. Il était complémentaire aux besoins que nous avions évoqués en comité technique, mais pour l'instant, on se heurte à cette fraîcheur de la donnée, en fait. Oui. Ouais. Après, je ne sais pas, peut-être Hervé… Fraîcheur de la donnée et effectivement, force de travail à mettre derrière pour effectivement avoir un recensement. C'est un travail que l'on fait en parallèle sur l'Observatoire des copropriétés en matière d'habitat, où on a fait un très, très gros recensement de l'ensemble des copropriétés et on essaie d'identifier par des indicateurs leur fragilité. Donc, c'est un travail qui est peut-être un peu similaire à ce que vous posiez, Virginie, sur l'état du parc en fait, d'immobilier d'entreprise. Voilà, c'est effectivement quelque chose qui est important par rapport aux enjeux de rénovation et d'adaptation du bâti aux questions climatiques. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas posé dans notre programme de travail. Mais voilà, si on arrive à conjuguer toutes nos forces sur le territoire pour les prochaines années pour essayer de travailler sur le sujet, ça peut répondre à effectivement des besoins. Il n'est pas simple parce que autant en habitation, vous pouvez souvent vous baser sur les permis de construire et bon, vous avez les fichiers fonciers. Vous avez pas mal de choses. Là, effectivement, il faudrait peut-être se mettre tous ensemble autour d'une table pour dire comment on peut faire, quels sont les outils, parce qu'il y en a plein finalement, mais il faut juste effectivement peut-être y aller zone par zone en disant on fait telle zone et comment on les identifie. On est peut-être plusieurs acteurs à pouvoir aussi aider à ce travail-là. Oui. En tout cas, c'est un sujet très important. Je vais peut-être répondre à d'autres questions qui me sont posées. Donc là, on me demande comment on a établi la typologie des parcs d'activité. Est-ce qu'on s'est appuyé sur les projets de territoire portés dans les SCOT? Donc, en effet, en fait, on a construit cette typologie des parcs d'activité en essayant de trouver une harmonie. Donc, on s'est appuyé sur les SCOT et sur les typologies identifiées. Le seul problème, c'est qu'on a vraiment de vitesses différentes et de types de niveaux, de proportions différentes en fait, entre Orléans Métropole et les territoires périphériques. Et on a essayé de trouver une ligne de conduite, une harmonie qui permette d'avoir une cohérence d'ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas spécialement, obligatoirement retrouver la même dénomination, la même typologie que dans vos SCOT respectifs, mais on a essayé de garder cette cohérence, cette ligne de conduite entre chaque. Donc, pour faire plus précisément, on s'est vraiment appuyé sur deux indicateurs, celui de la superficie du parc et celui du nombre d'établissements dans le parc pour identifier ce niveau de rayonnement-là. Et puis, pour la deuxième question sur comment est-ce qu'on a recensé les espaces à vocation économique, en effet, j'en ai pas du tout parlé. En fait, on s'est appuyé à la base sur
sur ce qui existe dans les SCOT, dans les PLU, pour identifier ces zones économiques, ces espaces économiques. Mais on a été plus loin. En fait, l'objectif vraiment de cet atlas-là, c'était de se dire, on ne veut pas uniquement regarder les zones qui sont de la compétence de l'EPCI et aménagées par l'EPCI. On veut aller plus loin et on veut aller regarder vraiment ce qui se passe dans les concentrations d'activités économiques. Et donc, on va observer aussi des zones qui se sont constituées de fait avec le temps et où on va avoir une concentration importante d'établissements, Pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Voilà, une concentration importante. J'ai perdu ma page. Je vous entends, Géraldine. Une concentration d'établissements importante et on va également avoir on a fait le choix de prendre en compte des zones sur lesquelles on avait des gros établissements employeurs, souvent composés de plusieurs établissements. C'est des groupes industriels très, très souvent. Et on a choisi d'aller aussi les intégrer dans des zones d'activité, dans nos parcs d'activité pour avoir une meilleure vision. Donc après, si vous voulez choisir uniquement les zones pour laquelle dont vous avez la compétence et qui vous intéresse, vous avez un film sur la gestion. On peut uniquement reprendre les zones intercommunales, publiques, communales, ou on peut aussi intégrer les zones qu'on a appelées privées. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, j'ai peut-être un peu longue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres besoins exprimés qui nous aident aussi à réfléchir à notre programme d'activité future? On a répondu à toutes vos questions ce matin. On avait prévu d'avoir un Kesako d'une demi-heure. On a un petit peu dépassé dans le temps pour pas, bousculer votre agenda. On va peut-être en rester là. Je vous remercie. Oui. Axis Conseil lève la main, il me semble, c'est une dernière intervention. Oui. Monsieur Blanc, c'est une nouvelle intervention ou... Oui. Ah, très bien. Je pensais que c'était la main qui était restée levée. Non, je l'avais abaissé. Non, c'était pour pas poser deux questions de suite tout à l'heure. Mais au tout début, vous avez parlé du foncier en disant il nous manque, il y a un élément qu'on n'arrive pas à obtenir. Et en fait, je n'ai pas bien compris qu'est-ce qui vous manquait dans les bases, à quel endroit vous avez du retard. Et peut-être que le géomètre peut peut-être vous aider dans cette acquisition ou dans ce lien. Voilà. Alors en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas identifié cette piste-là. C'est pas tellement cette fois-ci que c'est une donnée qui nous manque, c'est une donnée qui est longue à travailler. Donc on s'est appuyé sur les fichiers fonciers, qui est une base de données qui est développée par le CEREMA. Et ça nécessite en fait un travail de terrain qui soit approfondi pour qualifier un peu ces disponibilités. Et souvent, quand on regarde avec l'outil, c'est assez imparfait. Et on a des disponibilités qui finalement ne le sont pas. On a aussi des bassins de rétention qui sont identifiés comme disponibilités qui ne le sont pas. Donc, il faut qu'on approfondisse ça. Donc, là, on est en train de travailler finement avec chaque collectivité pour qu'ils vérifient ce qui a été pré-identifié et pour qu'on puisse en faire vraiment un indicateur qui soit précis et exact, parce que c'est une information qui est cruciale. Et on n'a pas eu le temps, en fait, ça prend du temps. En fait, on veut aller jusqu'au foncier cessible, au lot identifié restant à vendre à une entreprise et effectivement ne pas confondre lot cessible, espace d'équipement public ou espace de nature conservé dans les parcs. Voilà. D'autres questions? Je vois qu'il y a quelques éléments sur quel choix sur les... Bonjour, Romain Wessner, Exia. On parlait de disponibilité foncière. Il n'y a pas la temporalité. Je vais prendre l'exemple de l'ASSOCé, par exemple, où vous avez le développement de la tranche 3. Donc, sur votre site, il est bien spécifié cette zone d'activité. Néanmoins, on ne connaît pas la temporalité de la disponibilité de cette tranche. Est-ce que c'est des choses qui vont être indiquées par la suite sur la disponibilité des différents fonciers à venir? On va identifier deux temps en fait sur les disponibilités, de la disponibilité immédiate et de la disponibilité à moyen long terme. On n'a pas encore clairement identifié qu'est-ce qu'on entend par moyen long terme, mais en tout cas le immédiat et à l'avenir sera distingué. D'accord, très bien, merci. Alors, on a une autre question aussi.
par rapport à la vacance et l'évaluation de la vacance. Alors, est-ce qu'on parle de vacances du bâti, des terrains disponibles? Je pense que c'est de la vacance du bâti. Je pense que c'est de la vacance du bâti. Et alors, c'est une question qu'on s'est posée également. Monsieur Milla en a parlé un peu tout à l'heure. On en a parlé dans le comité technique. En fait, on se pose la question de justement identifier cette vacance donc structurelle de plus de 2 ans qui remonte avec nos fichiers fonciers. Donc là, on est en train, nous, de le faire de notre côté avec les territoires. On se pose la question, est-ce que ce sera pertinent après de l'afficher ou pas en fonction des résultats et en fonction de la mise à jour aussi qu'on va pouvoir en faire. Mais on se pose la question justement de cette vacance-là et on s'appuie sur cette définition de vacances structurelles qui remonte notamment dans les fichiers fonciers pour l'identifier. Nouvelle question également sur le pas de temps de la mise à jour du portail. Charlène. Oui, alors donc la mise à jour, donc on est parti sur une mise à jour, sachant qu'on n'est pas nombreux au niveau des forces, on est parti sur une mise à jour qui va être annuelle pour toutes les données sur les établissements. On va refaire tourner les bases de données de manière annuelle pour l'instant. Sur le foncier, on part aujourd'hui sur un pas de 6 mois. On s'était dit que c'était plutôt cohérent et plutôt acceptable, même si forcément on aimerait que ce soit quelque chose qui soit mis à jour quotidiennement. Aujourd'hui, on n'a pas les forces pour le faire. Par contre, ce qu'on essaye de développer, c'est un outil, une plateforme qui nous permette d'être directement en lien avec les collectivités et qui nous permette de faire remonter les informations régulièrement. Donc, peut-être qu'on aura la possibilité après de le faire à jour et automatiquement plus régulièrement, mais pour le coup, on n'en est pas encore sûr. Il faut qu'on exploite un peu toutes ces possibilités-là. Et puis, avez-vous prévu d'intégrer des informations sur le renouvellement des activités? Donc, c'est ce que je parlais aussi tout à la fin. On va essayer de développer des outils, des analyses pour aider les collectivités à améliorer la qualité des parcs d'activité. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir développer de parcs d'activité avec toutes les nouvelles législations qui sont sorties. Donc, le but, c'est comment est-ce qu'on accompagne les collectivités à renouveler leur zone d'activité. Et donc, on va développer des outils comme l'identification du potentiel foncier pour densifier, pour une évaluation environnementale paysagère pour voir peut-être ce qui manquerait pour améliorer la zone. Et puis, une évaluation économique aussi, de santé économique pour évaluer les activités qui ne fonctionnent pas bien, peut-être un bâti qui va être trop vétuste, on a une grosse rotation, enfin, des choses comme ça qu'on va analyser aussi pour aider à comprendre et à faire évoluer ces parcs d'activité-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment avez-vous retraité la base Sirène géolocalisée pour identifier les entreprises présentes dans la ZAE? Alors, donc on a fait des traitements notamment au niveau des secteurs d'activité. On a exclu par exemple tout ce qui est SCI, tout ce qui est location de logements, de particuliers, etc. pour vraiment filtrer sur les établissements, parce que dans la base Sirène, on a un grand volume d'établissements. Donc, tous ces filtres-là qu'on a effectués, on va vous les présenter dans la publication qu'on va faire très prochainement, qui devrait paraître en septembre, début octobre, normalement. Et puis, donc, pour la géolocalisation, justement, ça, c'est encore un problème. On avait commencé donc avec notre apprentie Clara Blondeau, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, à regéolocaliser chaque point des établissements sur le territoire. Honnêtement, on s'est rendu compte que ça prenait un temps assez monstrueux et qu'on n'avait pas le temps de le faire pour l'instant. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est que là, un peu avec le foncier, quand on a analysé le foncier, on en profite pour redéplacer un peu certains points quand on a l'information. Les collectivités qui ont aussi l'information nous transmettent. Donc, on va faire ça petit à petit. On espère pouvoir faire un peu de terrain un jour, ou en tout cas voir comment est-ce qu'on peut faire pour replacer ça. Mais c'est vraiment une question qui est primordiale et qui est encore un point de blocage qu'on essaye de contourner, la géolocalisation de la base Sirène. D'autres questions? Eh bien, Hervé. Juste pour compléter ce que vient de dire Charlène,
D'abord, première chose qui est absolument fondamentale de bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de données fiables existantes aujourd'hui sur l'économie ou sur l'emploi, c'est-à-dire de données sur lesquelles on est sûr du volume et de la géolocalisation précise. Malheureusement, depuis que nous travaillons sur le sujet, nous nous sommes rendus compte que ça n'existait pas et qu'il faut reconstituer ces données pour avoir une vision objective de l'ensemble du territoire. Et donc ça, c'est une vraie complexité. Et donc effectivement, comme l'a dit Charlène, ça nous oblige aujourd'hui à mettre en place un système de tri, de sélection. On a travaillé avec d'autres agences d'urbanisme pour pouvoir fiabiliser le travail qu'on a réalisé, parce que tous les territoires se posent ces questions-là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, le travail est en cours. On va tester d'ici la fin de l'année des enquêtes terrain. On va tester sur 1 ou 2 zones d'activité pour voir exactement le temps que ça prend de faire un recensement terrain pour être le plus fin possible. Et puis en fonction des résultats, on verra comment on arrive à se lancer sur un recensement plus exhaustif. Mais d'ores et déjà, et c'est ce que vous disait Charlène au début de son intervention, finalement, beaucoup de l'information vient de la part de ceux qui traitent les questions économiques au niveau local. Et donc, toutes les personnes qui travaillent dans les EPCI, tous les gestionnaires de parcs, etc., qui ont ces informations-là. Et aujourd'hui, pour nous, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir constituer une base commune qu'on puisse arriver à mettre à jour de façon plus aisée que ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le recensement terrain qui prendra nécessairement énormément de temps. Voilà. Et qui demandera des mises à jour aussi régulières et qui prendront encore du temps. Voilà, exactement. Est-il envisagé l'échelle? Alors aujourd'hui non, on travaille avec DevUp. DevUp est intéressé par notre outil pour donc DevUp c'est la structure de développement économique de la région. Et on travaille avec eux parce qu'ils sont intéressés pour cette approche fine que eux ne peuvent pas avoir à une échelle aussi locale. Aujourd'hui, notre périmètre d'intervention ne nous le permet pas. On est uniquement sur les territoires de l'Orléanais. Je pense que la région, c'est pas possible. Enfin, ça me semble pas possible. Hervé, tu me contrediras. Mais en tout cas, on pourra alimenter un observatoire régional que créera que créera une structure régionale. Je te contredirai pas. Je dirais autrement. Je dirais, si un jour on passe à 60-70 salariés et qu'on est financé massivement par la région, alors oui, ça pourrait être un outil régional. Je pense que vous aurez bien compris qu'il y a un tout petit écueil dans cet outil qui est quand même assez pointu, c'est la recherche et la compilation de la donnée. Tout à l'heure, on vous l'a expliqué, c'est énormément de travail, c'est de la dentelle. Et comme dit Hervé, c'est pas 3-4 personnes qu'il faut si on veut un travail fin, c'est une trentaine. Donc là, on n'est pas du tout dans la même dimension. Et je trouve que par rapport aux moyens que nous avons actuellement, finalement, c'est un outil c'est un bon rapport qualité-prix, si on peut me permettre cette expression-là, par rapport à ce qu'on a et ce qu'on arrive à faire avec. Voilà. Merci, Monsieur Millat. Donc, on va peut-être conclure cette séance. Donc, je remercie effectivement les membres du bureau de l'agence, Monsieur Millat et Madame Jallet, qui étaient présents pour nous accompagner sur la présentation de nos outils. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux présents à la présentation de ces outils. Ça montre qu'il y a de l'intérêt à proposer des outils opérationnels à différentes structures. Vous êtes aussi bien dans des collectivités, dans des entreprises privées, acteurs économiques sur le territoire. Et voilà, on espère pouvoir monter une dynamique d'intérêt autour de ces outils pour pouvoir aussi les développer de manière partenariale. Donc, merci de votre présence.
Le webinaire sera remis en replay la semaine prochaine, donc si des collègues veulent revoir ce temps de partage, vous pouvez leur proposer le replay. Comme le disait Charlène, il y a un nota bene qui sortira fin septembre, début octobre et qui présentera la méthodologie et notamment toutes les notions de tri et de choix méthodologiques que nous avons posées pour arriver à ce travail. Et puis, nous organiserons aussi fin septembre une réunion avec quelques acteurs économiques du territoire pour présenter l'outil et j'irai monter cette dynamique partenariale. Voilà, c'était le 6e Kesako, 6e webinaire de ce premier semestre. C'est un nouveau format de communication que nous avons mis en place. Je suis contente, nous montons en nombre de participants à chaque présentation. Merci pour votre présence, votre soutien. Et puis, il ne me reste plus qu'à remercier Charlène d'avoir fait cette présentation. Clara, qui est également présente, qui a été l'apprenti qui a travaillé durement sur l'ensemble de ces données pour pouvoir vous faire cette présentation ce matin. Et puis, je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Et on se retrouve à la rentrée pour de prochains Kesako. Merci beaucoup. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.